Les sommets du football européen aujourd'hui, la voie traditionnelle, c'est super long. Ça exige des années de formation dans des académies prestigieuses, souvent. Oui, c'est clair. Et on parle même pas des millions d'euros en frais de transfert ou de ce labyrinthe insupportable des super agents. Exactement. C'est devenu une industrie super lourde, hyper codifiée et pour le coup très prévisible. Complètement prévisible, ouais. Et pourtant, samedi dernier, il s'est passé un truc incroyable. Un jeune homme de 18 ans a littéralement contourné cette machine à 1 milliard de dollars. Ah oui, et de manière assez spectaculaire, en fait. C'est fou. Et il l'a fait grâce à une faille, enfin une particularité qu'on ne soupçonnait pas dans le droit du travail allemand, couplée à une coentreprise stratégique née à Los Angeles. C'est un scénario improbable. Du coup, notre plongée d'aujourd'hui, elle nous emmène au cœur de l'ascension foudroyante de Bara Sopoko Ndiaye. Et ce qui rend ce dossier vraiment fondamental, c'est qu'il dépasse largement le cadre strict du sport. C'est-à-dire? Cette ascension, elle redéfinit carrément la logistique même de la détection mondiale. C'est l'illustration parfaite du moment où une logistique froide, presque industrielle, percute une résilience humaine exceptionnelle. Ouais, et ça crée une onde de choc qui soulève de profondes questions sur l'identité géopolitique moderne, tu vois. Exactement. C'est ça qui est passionnant. Alors pour ceux qui nous écoutent, notre source aujourd'hui, c'est une édition spéciale hyper fouillée du média Football sénégalais, datée du 13 avril 2026. Et quand on épluche un peu le début de l'article, la feuille de match initiale, elle ressemble à une formalité. Ouais, un match de routine. C'est ça. On est le samedi 11 avril, c'est la 29e journée de Bundesliga. Le Bayern Munich écrase tranquillement le FC Saint-Pauli, 5-0, le match est plié. L'ambiance dans le stade doit être assez résignée à ce moment-là. La pression du résultat est totalement retombée. C'est clair, le rythme du match s'en ressent fortement. C'est ce moment de flottement où les équipes attendent juste le coup de sifflet final, quoi. Personne ne s'attend à grand-chose. Et pourtant, c'est précisément à cette 84e minute que l'entraîneur Vincent Kompany prend une décision qui va embraser les réseaux sociaux, de Dakar à Banjul. Il rappelle sur le banc sa star, Jamal Musiala. Ce qui est un choix fort en soi. Grave. Et pour le remplacer, il lance le numéro 39, Bara Sopoko Ndaya. Un gamin né le 31 décembre 2007. 18 ans à peine. C'est ça. Et il entre dans l'histoire à la seconde même où il foule la pelouse puisqu'il devient le tout premier joueur issu d'une académie gambienne à faire ses débuts en Bundesliga. Et il faut vraiment mesurer la charge psychologique de cet instant. Remplacer Musiala, même pour quelques minutes, c'est pas rien. Tu m'étonnes. C'est un peu comme être un acteur de doublure inconnu et on te pousse sur une scène de Broadway sans aucune répétition pour clôturer le dernier acte de la pièce la plus regardée au monde. L'angoisse totale. Normalement, l'instinct de survie naturel, ce serait de se cacher, non? De faire des passes latérales inoffensives. Voilà, de ne surtout pas commettre l'erreur fatale en fait. Mais Ndiaye, lui, il a fait l'inverse. Ok, décortiquons un peu tout ça parce que les statistiques relevées par le média défient vraiment la logique d'une première apparition. 24 actions de jeu, 1,5 km parcouru, 0 perte de balle face à des défenseurs aguerris. C'est colossal pour 12 minutes. Comment un novice peut accumuler une telle densité d'implication en si peu de temps? Surtout en fin de match, où le jeu est super haché. C'est là que la mécanique du foot de haut niveau devient révélatrice, tu vois. Ce qui est fascinant ici, c'est que toucher 24 ballons en 12 minutes pour un milieu offensif, c'est pas du hasard. Il l'a cherché, quoi. Exactement. Ça veut dire qu'il ne subit pas le placement de l'adversaire, il impose le sien, il exige le ballon. Et plus important encore, et ça c'est la clé, ses coéquipiers, qui sont quand même des vétérans du Bayern, ont tout de suite validé sa lecture des espaces. Ah oui, ils lui ont fait confiance directe. C'est ça, ils lui ont confié l'orientation du jeu. Et ça, c'est une anomalie absolue. D'habitude, un jeune remplaçant, il court un peu dans le vide, il essaie de s'aligner sur le tempo des crocs. Alors que lui, il a carrément dicté le tempo. Voilà, une maturité incroyable. Et cette maturité, elle pose une question immédiate, parce qu'on ne débarque pas sur la pelouse de l'Alliance Arena avec un tel aplomb par magie. Comment un ado passe directement des terrains de Banjul à l'élite européenne, en fait? Eh bien, historiquement, un tel parcours nécessitait toujours des étapes intermédiaires. Un joueur ouest-africain devait d'abord faire ses preuves dans un club relais. Genre en France, en Belgique ou en Scandinavie, c'est ça? Oui, très souvent. Les agents prenaient leurs énormes commissions, la valeur du joueur gonflait artificiellement à chaque transfert, il passait de quelques centaines de milliers d'euros à des dizaines de millions avant d'atteindre le top 5. Mais Landia, il n'a pas fait ça. Non, pas du tout. Ce circuit classique a été complètement désintégré par une nouvelle synergie structurelle. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article détaille l'organisation Red and Gold Football. C'est une coentreprise qui a été lancée en 2023.
Elle associe le Bayern Munich au Los Angeles FC de la Ligue américaine. Et leur but, c'est quoi exactement? L'objectif affiché dans le rapport est super clair. Sourcer les talents directement dans les marchés émergents. On n'est plus du tout dans le modèle du recruteur solitaire avec son carnet de notes sous la pluie, tu vois. Ah d'accord. Si on relie ça à une perspective plus large, on se rapproche vachement d'une logique de chaîne d'approvisionnement ou d'intégration verticale. C'est le mot, oui. Les grands clubs ont compris que pour maîtriser l'inflation dingue du marché des transferts, ils devaient s'approprier la racine même de la production. Et donc l'académie Gambino Stars Africa, où évolue Ndiaye en Gambie, a été intégrée dans ce filet institutionnel. C'est un peu comparable à un incubateur technologique de la Silicon Valley qui financerait directement des lycéens prometteurs pour court-circuiter le système universitaire traditionnel. C'est une super analogie. Et ce pont, il se matérialise physiquement en octobre 2024. L'Académie de Ndiaye s'envole pour Munich pour y jouer un match contre les moins de 19 ans du Bayern. Ndiaye a 16 ans à l'époque. Et c'est là qu'il tape dans l'œil de compagnie, non hein? Exactement. Compagnie assiste au match. Et la citation de l'entraîneur dans la source est super frappante. Il dit, je cite, « Nous sommes enthousiasmés par sa personnalité. Il a montré qu'il est l'un des talents que nous avons dans notre académie. » Attends, il dit notre académie? Ouais, notre académie. Le glissement sémantique de compagnie est juste crucial. Il qualifie de notre académie un joueur qui, sur le papier, appartient encore à une structure en Gambie. C'est fou quand on y pense. Ça démontre bien que, dans l'esprit du Bayern, la filiale africaine est déjà une extension organique du club. La frontière institutionnelle a tout simplement disparu. Mais le Bayern ne s'emballe pas pour autant, hein. Les dirigeants savent très bien qu'il y a un gouffre énorme entre briller dans un match de jeunes et survivre chez les pros. C'est clair. Du coup, ils mettent en place une épreuve du feu très spécifique. À l'été 2025, ils envoient Ndiaye en prêt pour 2 mois au Grâce au Père Zurich, en Suisse. Un pré-test en gros. Voilà. Et par un hasard de calendrier assez dingue, Zurich joue un match amical contre le Bayern Munich. Ndiaye se retrouve aligné et il fait face à Joshua Kimmich sur le terrain. Waouh! Une confrontation directe avec l'un des cerveaux tactiques les plus impitoyables d'Europe. C'est vraiment le moment de vérité conçu par les Bavarois pour évaluer sa résistance à la pression, quoi. Sauf que le compte-rendu est sans appel sur ce match précis. Ndiaye n'arrive pas du tout à peser sur le jeu. La marche était peut-être un peu trop haute à ce moment-là. Probablement, ouais. Et pour couronner le tout, son essai en Suisse est brutalement interrompu par une blessure super sérieuse. Aïe. Et ça, dans la mécanique implacable de la détection de talent, c'est généralement synonyme de fin de parcours, hein. On pourrait croire que c'est fini pour lui, ouais. Un jeune extra-européen en phase de test qui se blesse gravement, c'est un investissement hyper risqué. La norme, ça serait de le renvoyer direct dans son académie d'origine pour libérer la place. Le vivier est perçu comme inépuisable, donc le roulement est permanent. C'est là que l'histoire bascule de manière fascinante. Parce que cette blessure qui aurait dû signer son renvoi pur et simple l'oblige en fait à rester en Europe pour faire sa rééducation. Ah, il reste sur place, hein. Ouais, il fait sa rééducation en Allemagne, au cœur même des infrastructures du Bayern. Donc au lieu de disparaître des radars, il devient une présence quotidienne. Il fait preuve d'une éthique de travail acharnée, sous les yeux du staff médical et technique. La contrainte physique s'est transformée en ancrage relationnel. Exactement. L'institution découvre l'homme derrière l'athlète. Sa résilience est devenue un critère d'évaluation hyper important, tout autant que sa technique balle au pied. C'est un retournement de situation incroyable. Et ça nous amène à janvier 2026, la signature d'un prêt officiel au Bayern. Et là, j'ai vraiment bloqué sur un point de l'article concernant ce prêt. Ah bon, lequel? Il y a une réglementation super stricte en Allemagne. Un joueur non européen n'a tout simplement pas le droit d'évoluer avec l'équipe réserve du club. La fameuse interdiction de jouer en équipe B, ouais. En lisant ça, je me suis dit que ça allait complètement bloquer son développement. Enfin, comment on peut progresser si on n'a pas le droit de jouer en compétition officielle avec la réserve? Faut savoir que cette loi, à la base, elle a été pensée dans une optique de protectionnisme. Le but, c'est de garantir du temps de jeu aux jeunes talents locaux dans les divisions inférieures. Pour empêcher les gros clubs d'accumuler plein de joueurs étrangers. C'est ça. L'intention première est super limitante pour un joueur comme Ndiaye. Sauf que le résultat a été radicalement inverse, puisque le règlement lui interdisait de fréquenter la réserve et que le Bayern croyait en lui après sa rééducation, l'encadrement n'a pas eu le choix. Ils l'ont intégré à plein temps dans le groupe professionnel. C'est génial. Cette barrière administrative est carrément devenue un accès VIP. Exactement. À 18 ans, il se retrouve immergé au quotidien dans chaque entraînement, chaque opposition tactique avec l'élite mondiale.
Son apprentissage s'est fait en accéléré, par mimétisme. C'est l'illustration parfaite de la théorie des environnements contraints. C'est-à-dire? Confronté tous les jours à une intensité supérieure à sa zone de confort, sans le filet de sécurité d'une équipe réserve, son système d'adaptation a dû s'élever instantanément au niveau exigé. Ça explique pourquoi il était si à l'aise pendant ces 12 minutes. Exactement. Le rythme du match officiel lui a sûrement semblé moins asphyxiant que ses entraînements quotidiens face à la défense du Bayern. Ah ouais, vu comme ça, c'est logique. Et cette exposition, elle me pousse à analyser un peu son profil, parce que la presse dit déjà que le Bayern veut le recruter définitivement. Alors, il a quel profil athlétique d'après les sources? D'un côté, on décrit un joueur d'1,80 m pour 75 kg, gaucher, et Gerald Scheiblener, son ex-entraîneur à Zurich, souligne sa vitesse d'exécution dans les petits espaces et son agilité. Ça, ce sont des attributs qui définissent super classiquement le rôle du meneur de jeu. Le créateur, tu vois, capable de lire les lignes de passe dans les zones surpeuplées. Sauf que c'est souvent un profil assez léger physiquement. Ouais, un profil dont la survie dépend surtout de l'esquive. Pourtant, et c'est là que les observateurs soulèvent un paradoxe hyper passionnant, le style de Ndiaye est massivement comparé à celui de Leon Goretzka. Attends, Goretzka? Mhm. Mais c'est l'archétype du milieu box-to-box hyper physique. C'est un destructeur d'impact qui gagne ses duels à l'épaule. C'est ça la question. Comment on peut réunir la souplesse d'un créateur de poche et le châssis d'un blindé bavarois dans un même joueur? En fait, cette contradiction apparente, c'est la définition même de la nouvelle hybridation exigée par le foot contemporain. Le jeu moderne, il ne tolère plus les artistes qui savent pas presser, ni les gros athlètes sans vision créative. Et Ndiaye incarne cette fusion du coup? Complètement. Il a la biomécanique pour résister aux impacts d'un championnat rugueux, tout en gardant le logiciel mental pour distribuer le jeu sous pression. C'est une combinaison super rare, une vraie anomalie statistique. Et c'est justement ce statut d'anomalie hybride qui déclenche une véritable guerre géopolitique autour de lui en ce moment. Ah, la question de la nationalité sportive. Exactement. Maintenant que son potentiel éclate au grand jour, le débat fait rage pour savoir quelle nation aura le privilège de le revendiquer. Ça expose la complexité dingue des identités sportives modernes. Une complexité très ancrée dans la région de la Sénégambie d'ailleurs. Les frontières géographiques là-bas, dessinées par l'histoire coloniale, coupent à travers des réalités familiales profondément imbriquées. Et la situation de Ndiaye résume ça à la perfection. Il est né au Sénégal, d'un père sénégalais, et il possède un passeport sénégalais. Ça, c'est l'argument juridique, on va dire. Voilà. Mais de l'autre côté, il a grandi à Banjul, en Gambie. Il a été élevé par sa mère gambienne et surtout, c'est l'infrastructure gambienne, l'Académie Gambinos, qui l'a repéré et formé. C'est l'éternelle friction entre le droit du sang, la géographie administrative et la réalité du terrain. Sur les forums en ligne comme SenoWeb qui sont mentionnés dans l'article, la discussion est super électrique. Les gens brandissent tout de suite le précédent de Nicolas Jackson. Ah oui, l'attaquant de Chelsea. C'est ça. Il est actuellement international sénégalais, mais il a des origines gambiennes similaires. Et cette jurisprudence, elle met une pression monumentale sur Pape Thiaw, l'actuel sélectionneur du Sénégal. S'il ne le convoque pas rapidement chez les Lions de la Teranga, il risque de le perdre. Exactement. La logique des supporters est implacable. Si le Sénégal ne verrouille pas l'éligibilité de Ndiaye, la fédération gambienne, elle va tout faire pour attirer le prodige chez les Scorpions. Cela soulève une question importante sur la façon dont l'allégeance sportive s'est métamorphosée. Comment ça? Ça se limite plus à une simple évidence administrative. Le choix d'une sélection, c'est devenu une déclaration identitaire intime. Est-ce qu'il va privilégier l'héritage paternel et le prestige du Sénégal, ou exprimer sa gratitude envers la Gambie qui lui a offert ses premières armes Sylvirs? L'institution sportive devient un vrai arbitre des affiliations personnelles, en fait. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il est impératif de souligner, pour ceux qui nous écoutent, que chaque perspective a sa propre validité. L'article documente cette tension sans prendre position. Oui, les deux arguments sont légitimes. Et nous non plus, on ne prend pas parti, évidemment. Mais ça illustre brutalement le niveau de sollicitation d'un gamin de 18 ans qui ne compte que 12 minutes d'expérience chez les pros. Le luxe de l'anonymat lui était arraché instantanément, tu vois. Le temps médiatique a effacé son temps de développement personnel. Il évolue maintenant sous un microscope où chaque choix va être disséqué. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au fond pour nous qui analysons cette trajectoire, au-delà de la tactique ou des choix de sélection? Je dirais que l'ascension de Bara Sopokolandiaï livre une leçon hyper universelle sur la nature de l'opportunité. C'est le triomphe de la préparation silencieuse. Face à l'immédiateté du succès perçu, ouais. C'est la théorie de l'énergie potentielle en fait. Ce que le public voit comme une explosion spontanée de talent, c'est juste la libération d'une force accumulée dans l'ombre pendant des années. C'est tellement vrai.
La traversée des continents, l'assimilation de cultures différentes, l'échec en Suisse, la rééducation douloureuse, l'acharnement à l'entraînement sans jouer avec la réserve, tout ça s'est concentré pour qu'il soit prêt à la seconde précise où Company a prononcé son nom. La fenêtre ne s'est ouverte que pour 12 petites minutes. S'il n'avait pas été prêt, le système l'aurait recraché sans ménagement. Et cette dynamique, elle nous pousse aussi vers une réflexion beaucoup plus vaste concernant l'économie de l'industrie du sport. L'existence même du système Red and Gold prouve que les superpuissances européennes ont maintenant les outils pour extraire la matière première directement à la source, en contournant les intermédiaires, quoi. Et si cette intégration verticale se généralise, ça soulève une perspective dingue. Jusqu'à présent, les académies africaines se contentaient de miettes, mais si ce sont ces petites structures locales, à Banjul ou Dakar, qui fournissent directement les prodiges au top 5 européen, Oui, la question c'est, combien de temps il faudra avant qu'elles prennent conscience de la valeur réelle qu'elles génèrent? c'est ça. Quand est-ce qu'elles vont réclamer une vraie part du gâteau? C'est la prochaine frontière économique du football mondial. Le jour où ces incubateurs s'organiseront pour exiger une équité structurelle ou départ sur les plus-values, le monopole européen sur la monétisation des talents pourrait vraiment vaciller. L'histoire de Ndiaye, ce serait peut-être que le symptôme annonciateur d'une révolution logistique totale, en fait. C'est tout à fait possible. Une idée vertigineuse à garder en tête la prochaine fois qu'un talent inconnu surgira de nulle part pour illuminer une fin de match. Exactement. L'ombre prépare toujours la lumière, mais il est peut-être temps de se demander à qui